Avec Manon Aubry qui nous a rejoint. Bonsoir, Bonsoir. députée européenne La France Insoumise. Merci d'être avec nous. J'accueille également Laurent Geoffrin. Bonsoir, directeur du Bonsoir. quotidien Le Journal Point Info. Merci de nous avoir rejoints. On continue de parler bien évidemment de ce grand séisme commercial qui secoue le monde, l'Europe et par conséquent la France. Manon Aubry, j'avais envie de vous entendre sur ce dossier parce que vous êtes députée européenne, parce qu'on attend une réaction pour le moins de l'Europe. Et ce qu'on dit sur ce plateau, c'est qu'elle se fait sacrément attendre. Oui, ce qui est assez frappant dans cette histoire, c'est que Donald Trump, il faut mettre les mots, a lancé une guerre commerciale. C'est une guerre commerciale aujourd'hui qui est lancée par les États-Unis et l'Union européenne est complètement à la remorque, complètement à la traîne. Elle continue à tergiverser. Je vais vous dire, je reviens tout juste de Strasbourg, à la session plénière du Parlement européen, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a pris la parole dans l'hémicycle quand on l'interrogeait sur le sujet pour dire qu'il va falloir considérer, évoquer, réfléchir, bref, continuer à se faire malmener et dicter la loi par les États-Unis de Donald Trump. Alors que, à mon sens, la réponse de l'Union européenne doit être de deux ordres. Premier ordre, de manière immédiate, évidemment, il faut répondre par des droits de douane. Il existe un instrument qu'on appelle un instrument anti-coercition au niveau européen qui permettrait, par exemple... C'est tout récent, hein, c'est 2023, c'est ça ? Exactement, qui n'a jamais été appliqué encore. Je suis aussi au Parlement européen la première vice-présidente de la Commission des affaires commerciales. Dans cette commission-là, on discute beaucoup des outils de réplique et on pourrait, par exemple, priver les entreprises américaines d'accès au marché public européen. Vous en parliez à l'instant. Cet outil qui est tout nouveau, vous pouvez nous le décrire? Parce qu'il y en a qui disent que ça serait un peu comme utiliser une bombe nucléaire. C'est si grave que ça? C'est un outil dans lequel, en réalité, il y a 10 outils différents. Ce serait un peu long, là, que je vous les liste, les 10. Je vous ai donné un exemple. L'interdiction d'accès au marché public européen. On peut mettre en place des quotas. On peut renforcer les normes. Bref, il y a pas mal de choses qui vous permettent de gérer les volumes d'entrée sur le territoire européen. Et donc, vous pouvez aussi les gérer avec parcimonie. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout d'un coup. Ça fait partie des outils qui sont dans notre boîte et que l'on peut utiliser. Et je pense que l'Union européenne aurait tort de s'en priver. Sinon, c'est quoi? C'est un, donner raison à Donald Trump par sa stratégie, et deux, c'est continuer dans la fuite en avant qui consiste, parce que c'est la deuxième Très solution à mon concrètement, sens. cet outil il peut permettre à des produits américains de ne pas être vendus en Europe? Exactement. Il peut permettre à des produits américains de ne pas être vendus. Il peut permettre à limiter le volume. C'est-à-dire, par exemple, plus de Tesla? On pourrait décider plus de Tesla. On pourrait décider un volume de Tesla. Donc un nombre X de voitures qui serait fixé à l'entrée de l'Union européenne. Donc vous voyez, les outils sont assez diversifiés, mais j'insiste quand même que tout ça, c'est une réponse de très court terme. C'est une réponse d'urgence. Et que la vraie question à se poser derrière, qui est posée par Donald Trump quelque part par la guerre commerciale qui est lancée, c'est de quoi avons-nous besoin? Que devons-nous produire et où devons-nous le produire? Et c'est là où l'Union européenne, à mon sens, se plante encore plus. Parce que ce qu'a dit cette semaine Ursula von der Leyen, c'est de continuer la signature à tour de bras d'accords de libre-échange. Ça veut dire qu'on va continuer à organiser des dépendances vers l'extérieur. Je vous donne un exemple très concret pour que tout le monde comprenne la question agricole. Ursula von der Leyen a dit que la réponse, c'était la signature de l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Mais on a aujourd'hui... par les agriculteurs, hein, on le sait. Exactement. Et aujourd'hui, on a près de 50% de nos territoires agricoles en Europe qui servent à exporter des denrées agricoles vers l'extérieur. Et en échange, on importe la moitié de nos fruits et légumes. Tout ça n'a aucun sens. Et vous le voyez, dans le cadre d'une guerre commerciale, ça nous rend vulnérables. Et pour mettre fin à cette vulnérabilité, alors il faut mettre fin à cette logique, à cet aveuglement sur les libres-échanges. Et je regrette qu'au Parlement européen, on soit le seul groupe à se battre de manière unanime contre ces accords de libre-échange. Donc Laurent Geoffrin, vous êtes d'accord? La réponse européenne, elle n'est pas à la hauteur? Si j'ai bien compris, ils vont parler d'une seule voix, de manière absolument unifiée, pour un bloc, pour ne rien faire. C'est exactement ça. En gros, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, c'est sévère. Je ne comprends pas. Parce que c'est quand même une agression terrible. Trump, il n'y a aucune négociation. Du jour au lendemain, il met 30%, 20%, etc. Alors que l'économie européenne, elle est aussi forte que celle des États-Unis à beaucoup d'égards. Le nombre de consommateurs est supérieur. Et mais elle est désunie. La masse, oui, enfin, elle est désunie. Il y a une Union européenne, il y a une commission et qui devrait faire leur travail. Moi, je suis pour l'Europe, mais à condition qu'elle existe. Et non pas pour la défaire. Donc, à partir de là, on peut établir un rapport de force. Si on commence à dire c'est compliqué, parce qu'il risque de prendre des mesures encore plus dures. Bon, on est mort d'avance, là, on ne peut rien faire. Et effectivement, il y a toutes sortes de... Il y a toute une gamme d'actions à mener. Ça peut être les normes, ça peut être choisir des secteurs
À un moment, d'ailleurs, on l'avait fait. On avait choisi des produits qui venaient d'États républicains. Alors, ça a fait hurler les Américains, mais enfin bon, si ça les fait hurler, tant mieux. Il faut les faire hurler. Alors là où je me sépare de Manon Aubry, c'est que Faudrait quand même on va pas trop me donner raison. non, je vous donne raison quand je pense que vous avez raison. J'essaye d'être honnête. Mais quand je pense que vous avez tort, je le dis aussi. On ne va pas déclencher une guerre commerciale avec des gens qui ne nous ont pas agressés. C'est idiot, ça. Il faut répondre à Trump. Après, qu'on module le libre-échange, il y a les excès du libre-échange. Une réplique raisonnée. Et donc, il faut trouver ce qu'on appelait le juste échange. Ça, c'est ça la bonne politique. Mais on ne va pas commencer à mettre des droits de douane à tout le monde. Alors là, c'est la démondialisation forcée. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. J'ai dit d'arrêter de rendre nos économies vulnérables, relocaliser, réindustrialiser, en tournant notre économie uniquement vers l'exportation plutôt que de répondre à nos besoins pour produire ici, ce qui au passage d'un point de vue écologique sera aussi bien mieux. Christian de Boissieu, votre avis sur cet outil anti-coercition? Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il faut absolument que l'Europe se bouge. Bon, et se bouger, ça veut dire à court terme, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, je n'ai pas changé d'avis depuis tout à l'heure, droits de douane, normes, et en matière de marché public, faire adopter au niveau européen, si vous pouvez faire quelque chose, madame, un Buy European Act que les Américains ont depuis 1933. Que je défends, vous avez raison, de privilégier dans la commande publique européenne, notamment des entreprises moi, européennes. Moi, je me bats comme économiste depuis 15 ans pour que, également, on adopte au niveau européen un Small Business Act qui soit ciblé vers le développement des PME et ETI. Bon, donc il faut se bouger, il ne faut pas être naïf, et je pense que, je citais l'exemple du Premier ministre canadien qui m'a plutôt impressionné parce que je trouve qu'il a été très réactif et même proactif par rapport à Trump. C'est parmi les chefs d'État et de gouvernement aujourd'hui dans le monde, celui qui a été le plus net anti-Trump officiellement. C'est le Canadien. C'est Mark Carney. Il y a le Mexique aussi. Peut-être, oui, donc je suis d'accord. Mais moi, j'ai été impressionné par Et vous pensez aussi qu'il faut une riposte graduée? Non, il faut d'abord ça à court terme. Gradué, je veux dire, je sais bien en même temps, comme économie, je sais que la course à l'échalote, dans ce domaine-là, ça ne fait que des perdants au bout du compte. Mais, je veux dire, c'est pas une raison pour ne pas réagir. Parce que ne pas réagir, c'est également être perdant. Nous, et face à gagnant apparent, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que même les Américains vont être perdants dans tout ça. Ah oui, c'est sûr. Et surtout les Américains vont être perdants. Quand on avec l'inflation, avec écoute attentivement et Laurent et Christian de Boissieu, on s'interroge sur le rôle du président de la République. Si quelqu'un devrait prendre la tête de l'Europe, lui qui a le temps en ce moment, puisqu'il s'occupe plus beaucoup, paraît-il, de politique française, il est grand temps qu'il prenne la tête de ce combat-là, justement. Et il l'a pris en matière de défense. Mais il a été aidé par le Premier ministre britannique. Là, les Britanniques ne sont pas avec nous sur ce sujet-là, puisqu'ils ont 10% de droits de douane, on est à 20%. C'était en tant que puissance nucléaire. On se dit que quand on voit ce qui se passe, quand on voit le choc, les répliques, quand on parle au bout d'une semaine qu'il y a quand même 100 000 emplois en France qui sont menacés à court terme, c'est pas rien, 100 000 emplois. On fait x4 en termes de famille, on fait x10 en termes de ressenti dans les communes. Il y a une urgence à ce que l'Europe, elle parle. Vous êtes eurodéputé. Qu'est-ce qui est possible de faire pour qu'il y ait enfin une réaction? Je le disais, dans l'immédiat, si l'Union européenne, par exemple, met en place des droits de douane, mais aussi elle réplique en s'attaquant aux géants du numérique, lesquels géants du numérique, les patrons sont très proches de Donald Trump. Donc si on veut une riposte qui cible spécifiquement les États-Unis, ça peut faire partie des outils. Et en l'espèce, on pourrait cibler, flécher les recettes qui seraient perçues par l'Union européenne de cette manière-là pour venir en aide spécifiquement aux secteurs qui sont touchés. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, ce soir, je pense à tous ceux qui travaillent dans ces secteurs-là et qui sont inquiets à juste titre pour leur emploi. Et il y a un autre enjeu que vous n'avez pas abordé et dont malheureusement tout le monde pourrait payer le prix, et des deux côtés de l'Atlantique, c'est une nouvelle spirale un peu vicieuse de l'inflation, de l'augmentation des prix qui pourrait découler de cette crise commerciale. Et là aussi, pour répondre à l'inflation, nous avons intérêt à recréer les moyens de notre indépendance pour produire sur le sol européen tout ce que nous pouvons. Évidemment, il y a des choses, si vous voulez, du café, jusqu'à preuve du contraire, on ne produit pas de café en Europe, ni de cacao pour du chocolat. Mais par contre, il y a un certain nombre de choses dans l'industrie, dans le commerce, donc, etc. renforcer notre souveraineté. Exactement. Et c'est là où j'en arrive au président de la République, à Emmanuel Macron. Je me souviens, pendant la crise du Covid,
Il avait une phrase très juste, vous voyez, c'est pas souvent que je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Il avait dit « Déléguer à d'autres notre capacité à produire, notre capacité à s'alimenter, au fond, est une folie ». Et le problème, c'est que cette phrase, Emmanuel Macron, il l'a prononcée il y a maintenant plus de 4 ans. Il n'en a tiré aucune leçon, aucune conséquence. Qu'a-t-il fait pour relocaliser notre économie? Si on prend les industries les unes après les autres, que ce soit ArcelorMittal, que ce soit Michelin, que ce soit Decathlon, que ce soit Vancorex, toutes ces entreprises, ces usines qui sont en train de fermer, alors que ce sont des fleurons de l'industrie française et qui permettraient de recréer notre indépendance face à Donald Trump d'un côté, face à la Chine, dont on parle aussi assez peu de l'autre. Et moi, c'est ça que je souhaite, c'est que ça serve d'électrochoc. Et cet électrochoc, manifestement, même quand on arrive au niveau où des centaines de milliers d'emplois sont menacés, un risque d'inflation, on continue le business as usual sans réorienter notre économie. Et je pense que c'est l'erreur qu'est en train de faire à la fois l'Union européenne et Emmanuel Macron. Il y a des accords très atypiques qui se font autour du plateau. J'en rajoute un, je suis d'accord avec ce que vient de dire Manon Aubry. Quelle soirée? Moi, je dis quelle soirée. C'est bizarre. C'était trop ce soir. Non, mais c'est un peu d'union nationale, ça fait pas de mal. Mais en revanche, je suis d'accord avec vous sur le fait que taper par exemple sur les GAFAM ferait très mal aux États-Unis. Et je comprends le raisonnement de flécher ensuite les retraites perçues par l'Union européenne. Mais là, est-ce que ça toucherait pas toutes les entreprises françaises et même européennes qui utilisent, je ne sais pas, telle marque, Microsoft et autres. Là, comment est-ce qu'on pourrait, je veux dire, taper sur les États-Unis par cette voie-là sans pénaliser franchement toutes nos entreprises? C'est moi une question que vous posez. Il y a un premier enjeu, moi, sur lequel j'ai aussi beaucoup travaillé au niveau européen, c'est que le régime fiscal de ces entreprises du numérique est aussi tellement spécifique qu'aujourd'hui, en pratique, elles payent quasiment pas 1 euro d'impôt. C'est assez simple à comprendre, même si je sais qu'il est un peu tard et je ne veux pas faire de fiscalité détaillée, mais quand vous vendez un produit direct, un service, vous ne pouvez pas délocaliser votre coiffeur au Luxembourg. Par contre, quand vous vendez un service, que ce soit de Microsoft, de Apple ou autre, vu que c'est un service en ligne, il est beaucoup plus facile de localiser artificiellement dans un paradis fiscal. Donc, un des outils que nous avons à notre disposition, c'est déjà faire en sorte que ces entreprises du numérique, à minima, payent le même taux d'impôt que nos petites entreprises en France et partout en Europe. Voilà des outils très concrets qui ne nuiraient ni à la compétitivité des entreprises, et si au passage en plus on récupère un peu de justice fiscale, je pense que ça fait pas de mal. Et une autre piste qu'on évoquait avec Christian de Boissieu et Yves Gégaud, c'est celle des normes. Celle des normes, demander à ce que les produits importés aient les mêmes normes que celles qu'on exige chez nous, et peut-être dire d'où sont importés les produits qui rentrent en Europe. J'aime bien la tête que vous faites en le disant, parce que vous le dites comme si c'était une évidence. Et vous avez raison, votre tête est assez... quand on regarde les produits, on aime bien savoir d'où ils viennent, vous avez en raison, tant que consommateur. Vous avez raison, non seulement on ne sait pas nécessairement d'où ils viennent, mais surtout, ils ne respectent pas les mêmes normes. Je vais vous prendre des exemples très concrets. Dans tous les derniers accords de libre-échange qui ont été votés et signés au niveau européen, que ce soit avec la Nouvelle-Zélande, que ce soit celui avec le Mercosur qui devrait être voté plus ou moins au cours de l'été ou juste après l'été. Et c'est vrai pour tous les autres accords de libre-échange, on va importer des produits qui ne respectent ni les mêmes normes sociales, ni les mêmes normes environnementales, ni les mêmes normes sanitaires. Donc non seulement ça crée une concurrence déloyale pour nos productions, mais en plus, de manière très claire, ça nous empoisonne. Au Brésil, 80% des pesticides qui sont autorisés au Brésil sont interdits dans l'Union européenne. Et pas pour embêter les agriculteurs, pour de bonnes raisons, parce que ça a des impacts négatifs sur notre santé, prouvés par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, dès lors, il est évident que si on met des normes en Europe, il n'y a pas de raison que des produits qui entrent dans l'Union européenne ne respectent pas ces normes. Et pourtant, ce que je viens de dire et dénoncer comme une évidence, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et nous sommes encore une minorité de députés au Parlement européen à nous battre contre ces accords de libre-échange. Moi, j'ai voulu en faire un sujet de la campagne des élections européennes. Alors, je ne savais pas, j'avais pas de boule de cristal que Donald Trump serait élu et qu'il y aurait une guerre commerciale. Mais au-delà de la guerre commerciale, il y a une vraie question qui est posée de comment on produit et on maîtrise ce qu'on produit. Et moi, je fais confiance à nos agriculteurs en France. On a largement de quoi nourrir la population française et européenne. Quasiment 2 fois, on peut nourrir la population française et européenne avec les territoires agricoles européens, si je reste sur cet exemple. Mais malheureusement, là aussi, l'Union européenne, elle se dit mince, il y a une guerre commerciale, il faut à tout prix trouver des débouchés sans repenser notre économie. En fait, les débouchés, ils sont là, ici, on les maîtrise avec nos règles. Et c'est pas de l'autarcie que de faire ça. Ça veut pas dire qu'il y aura plus d'échanges internationaux. Ça veut dire que ce sera des échanges
juste, proportionné, à la hauteur de nos besoins. Et de nouveau, c'est quand même pas un petit impact. Si on peut éviter d'aller chercher du lait en Nouvelle-Zélande ou de la viande au Brésil, ce sera aussi beaucoup mieux pour la planète et tout le monde y sera gagnant. Je voudrais revenir sur la souveraineté, parce que dans beaucoup de cas, on est bien d'accord sur le fait que l'échelle nationale n'est pas la bonne. Il faut pouvoir bénéficier de ce que le rapport Draghi appelle les effets de taille. Et donc, sur pas mal de sujets, c'est des coopérations pas à 27. Je ne crois pas tellement aux coopérations industrielles à 27, mais avec les pays qui le peuvent et qui le veulent. Je dis simplement sur les souverainetés, on n'a pas du tout parlé du dollar. Je veux dire, excusez-moi de revenir aux questions monétaires, parce que je ne sépare pas des questions commerciales. Je pense quand même que derrière cette arrogance américaine, il y a aussi quand même le poids du dollar. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres qui le montrent. Je veux dire, le dollar, ça représente à peu près encore aujourd'hui 60% des réserves de change des banques centrales dans le monde. Je prends cet indicateur. L'euro est numéro 2 avec 20%, le tiers. Et le yuan chinois est relativement loin parce qu'il n'est pas pleinement convertible. Je dis simplement que derrière les privilèges du dollar, vous avez les règles d'extraterritorialité des États-Unis. Vous travaillez, vous faites une transaction en dollars à 20 000 km des États-Unis. Les Américains considèrent que vous relevez de leur juridiction. Laurent Geoffrin. Je fais une remarque en passant, parce que mon accord avec Manon Aubry est de plus en plus grand, parce que je l'entends faire l'éloge d'une Europe unie, puissante, d'une Europe puissance, quoi, finalement, qui agit comme un seul, pas comme un seul pays, parce que c'est une coalition de pays, mais quand même avec une unité de commandement, quoi. Et donc ça nous change des Philippines qu'on entend parfois à la France insoumise contre l'Union européenne. L'Union européenne est un outil puissant si on l'utilise. Ça prouve bien qu'il est légitime et que ça ne sert à rien de constamment la mettre en cause. Sauf que ça ne vous a pas échappé. Heureusement, quand même, je vous rassure, à 23h30, nous aurons un point de désaccord avec... C'est ce que j'avais à vous dire. Je suis désolée, je vais être obligée de mettre fin à cette union sacrée. J'ai adoré ce moment, mais on va parler de sujets qui fâchent. Ce que vous avez dit. Sauf que, Laurent Geoffrin, j'aimerais vous donner raison, sauf que ce n'est pas la direction prise par l'Union européenne. Je vous le dis, dans l'hémicycle cette semaine... Mais je constate que vous souhaitez qu'elle soit unie et forte. Mais si on doit agir, on sera plus efficace à 27 que tout seul, en termes de puissance économique. Mais j'ai conscience... Mais j'ai conscience que ce n'est absolument pas la direction qui est prise. Dès lors, comme je suis quelqu'un de plutôt pragmatique, je dis de manière très claire qu'en toute hypothèse, si nous étions au pouvoir, oui, l'accord de libre-échange avec le Mercosur ne s'appliquerait pas. Oui, nous mènerions un grand plan de relocalisation de notre production et de notre industrie. Oui, mais faites attention. Je préférerais que ce soit à 27 que tout seul. Mais si ce n'est pas fait à 27, alors il faut s'en empêcher. On va avancer un peu, on va aller dans le fond de vos désaccords, parce que c'est comme ça, on a parlé union sacrée, on va parler aussi de ce qui vous divise, forcément, c'est la vie politique française. Merci beaucoup, Christian de Boissieu, d'être venu sur ce plateau nous éclairer, merci infiniment. Alors on va parler de ce dimanche qui s'annonce, c'est un dimanche digne d'une campagne présidentielle. Dans 48 heures, 3 rassemblements, pas moins. La manifestation de soutien à Marine Le Pen, la France Insoumise et les écologistes qui appellent à un contre-meeting place de la République, et l'ancien Premier ministre Gabriel Attal qui réunit le parti Renaissance à Saint-Denis. Clairement, on a un petit avant-goût de campagne. On fait le point tout d'abord avec Elisa Trana. Il a fallu s'organiser en quelques jours seulement pour ces militants du Rassemblement national. Alors le tractage va bon train sur ce marché girondin. L'électorat de Marine Le Pen, peu habitué à ce type de manifestation, est invité à se retrouver à Paris dimanche pour soutenir leur future candidate à la présidentielle condamnée en première instance. Le sens, c'est de mobiliser tous nos électeurs, tous ceux qui sont attachés à la démocratie, pour passer un message clair, c'est que ce ne sont pas à 3 juges de décider du destin présidentiel de la France à la place de 11 millions d'électeurs. Nous refusons que nos électeurs soient bâillonnés. Mais pas question de laisser la rue aux militants d'extrême droite, s'indignent les insoumis et les écologistes. Eux aussi mobilisent donc leurs troupes pour manifester place de la République dimanche. Ne pas leur laisser 1 centimètre de terrain. À partir du moment où le Rassemblement national, Madame Le Pen et Monsieur Bardella décident de se lancer dans une action séditieuse, de menacer nos institutions parce que c'est ce qu'ils font, alors oui,
nous devons avoir une réplique immédiate. Un autre rassemblement politique aura lieu lui aussi dimanche, prévu de longue date, celui-là. Gabriel Attal a invité les soutiens de Renaissance à une grande journée de conférence à Saint-Denis. En coulisses, on s'affaire à réunir entre 5 et 8 000 personnes. Simplement pour vous rappeler l'événement qu'on organise ce dimanche. On compte sur vous, sur votre présence, pour qu'on soit un maximum de monde pour défendre le contraire de ce que fait le Rassemblement national. Et comme imprimé sur ces affiches, l'actualité judiciaire de Marine Le Pen fait partie du débat. C'est le rassemblement d'un parti politique qui appelle ses militants à manifester contre une décision de justice et donc contre l'état de droit. Ce qui ressemble à un mauvais remake du Capitole aux États-Unis. Les trois forces politiques ne devraient pas se croiser dimanche, mais le nombre de participants fera sans aucun doute l'objet de comparaison. Bon, Manon Bré, vous y serez dimanche? Bien sûr. Et j'espère surtout que la mobilisation sera la plus large possible. Donc je me permets de le redire à votre antenne, c'est dimanche à 13h, place de la République pour les Parisiennes et les Parisiens. Mais c'est un premier rendez-vous. Après, on va se retrouver le 1er mai dans la rue pour un 1er mai qui aura une teinte un peu spéciale cette année, à la fois sociale, mais aussi de riposte contre l'extrême droite. Mais un rendez-vous sans le Parti socialiste, sans les communistes. Écoutez, je le regrette qu'il n'ait pas appelé à cette mobilisation parce que malheureusement, on s'est habitué ces derniers mois à ce qu'ils manquent à l'appel. Ils ont manqué à l'appel aussi quand il s'agissait de voter la motion de censure contre François Bayrou. Il y a ceci dit des syndicats qui appellent aussi à cette mobilisation. Je ne sais pas si le Parti socialiste a préféré à l'époque manifester aux côtés des organisations et des syndicats de police devant l'Assemblée nationale. Moi, je préfère être dans la riposte contre l'extrême droite. Mais même du côté des associations, vous ne faites pas vraiment le plein. Il n'y a pas la Ligue des droits de l'homme, il n'y a pas SOS Racisme. Écoutez, la société civile, elle n'y est pas vraiment. Tout ça a été organisé dans un délai très court. Il y a le syndicat solidaire, il y a le syndicat des avocats de France. Voilà, il y a un certain nombre d'associations. Mais au-delà, en fait, cette mobilisation, elle s'adresse à toutes celles et à tous ceux qui ont été choqués par cette semaine. Parce que qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est une personne que vous avez derrière vous en photo, Marine Le Pen, qui quand même aspire à gouverner le pays et remet en cause l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice. On peut penser ce qu'on veut sur le fond du jugement, mais je veux dire, remettre en cause l'indépendance de la justice, parler de dictature des juges. Dictature des juges. Enfin, la justice politique, c'est quelque chose qui a été dénoncé aussi chez vous. Mais nous, jamais, nous ne proférerions de menaces à l'encontre des juges. Jamais nous parlerions d'un régime autoritaire quand des juges prennent des décisions. Ces décisions, ils n'ont fait qu'appliquer la loi. Et on parle d'un détournement d'argent extrêmement grave. On parle de 4 millions d'euros. Aubry, est-ce que c'est une question simplette que je vais vous poser? Mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon appelle à la manif? Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, comment est-ce possible, alors qu'il a expliqué en soutien, de toute façon, à Marine Le Pen... Non, je ne vous laisserai pas dire qu'il soutient Marine Le Pen. Il était contre l'exécution provisoire. Donc il y a une contradiction terrible. Là. Comment vous sortez de cette contradiction? Vous le savez. Vous êtes pour l'exécution provisoire ou vous êtes contre? Lui, il est contre. Vous savez comme moi qu'il y a un débat sur l'exécution provisoire parce que ce que l'on souhaite, c'est que Marine Le Pen puisse avoir son procès en appel le plus rapidement possible pour que l'affaire soit définitivement tranchée. Pour que l'affaire soit définitivement tranchée. Mais moi, je ne reproche absolument pas aux juges d'avoir appliqué la loi. Par ailleurs, les exécutions provisoires, elles existent aussi dans le droit commun, pas uniquement pour les élus. Il y a près de 50% des peines qui sont appliquées en exécution provisoire. Si l'on pense que l'on doit remettre en cause les exécutions provisoires, et on peut avoir un débat, alors dans ce cas-là, il faut se poser la question sur l'application pour l'ensemble des justiciables. Parce que n'en déplaise à Marine Le Pen, elle ne peut pas être au-dessus des lois. Marine Le Pen ne peut pas être... je trouve la justice trop laxiste, sauf quand ça me concerne. C'est un peu trop facile de la part du Rassemblement national. Avançons un peu sur ces meetings de dimanche. Laurent Geoffrin. C'est une réunion de factieux. C'est un rassemblement de factieux. Il y a des gens qui considèrent que la justice doit leur obéir. Ils sont en train de faire pression par la rue. On parlait du rassemblement du Rassemblement national. Oui, c'est de ça qu'on parle, non? Oui, parce que comme il y en a plusieurs des rassemblements... Il y en a 3, donc... je me suis permis de préciser, pardon, monsieur Geoffrin, pour que ce soit clair. La manifestation du Rassemblement national est une manifestation de factieux. Des gens qui veulent mettre la justice aux ordres du politique. Officiellement, le mot d'ordre, c'est soutien à Marine Le Pen, hein, je cite. Oui, mais Marine Le Pen qui ne cesse de dénigrer la justice de son pays et qui prétend par ailleurs se faire élire présidente de la République, alors qu'elle sera garante, si jamais elle y parvenait, ce qui est mal parti à mon avis, mais enfin bref, si jamais elle y parvenait, elle serait garante de l'indépendance de la magistrature, alors qu'elle fait pression par la rue contre les juges. C'est pour ça que manifester, c'est
C'est un problème parce que manifester contre des idées adverses, c'est très bien. On manifeste contre le gouvernement, contre tel parti, tel événement, etc. Mais là, on manifeste contre une institution de la République qui doit, en principe, être se prononcer de manière sereine, quoi, et en toute indépendance. Alors, les manifestations, donc là, vous évoquez le rassemblement pour Marine Le Pen. Il y a aussi le rassemblement Place de la République. Et il ne fait pas l'unanimité à gauche, on va le dire. On a évoqué le cas du Parti Socialiste, le cas du Parti Communiste. Et écoutez aussi ce que dit très précisément Sandrine Rousseau. Pourquoi elle n'ira pas? Si on fait une manifestation contre la manifestation que l'on conteste de soutien à Marine Le Pen qui vient d'être condamnée, alors nous rentrons finalement dans ce que le Rassemblement national dénonce, qui est une forme d'instrumentalisation et de laisser supposer qu'il y aurait une orientation politique au jugement. Moi, je pense qu'il faudrait que nous ayons une très grande manifestation dans quelques jours ou dans quelques semaines pour dire que nous sommes très attachés, mais tous, y compris les électeurs du Rassemblement national, à l'indépendance de la justice. Manon Bry, ça vous parle, ce qu'elle dit, Sandrine Rousseau? Et je crois qu'elle se méprend sur l'objectif de la manifestation, puisque d'ailleurs son parti, les écologistes, appelle à cette mobilisation Place de la République dimanche à 13h, pour une raison assez simple. C'est pas en soutien ou pas à la décision de justice. La mobilisation dimanche, et je veux le préciser ici à votre antenne au cas où ce n'était pas clair, c'est une mobilisation en soutien à l'état de droit, qui est attaqué aujourd'hui par Marine Le Pen. Je veux dire, vous avez un responsable, vous l'avez peut-être vu, du Rassemblement national, qui a parlé de la décision de justice qui condamnait Marine Le Pen comme une solution finale. Vous avez des responsables du Rassemblement national, j'ai entendu Jean-Philippe Tanguy cette semaine à l'Assemblée nationale, qui parlait d'un jugement, de carteron de juge, qui s'attaquait à la démocratie. Enfin, tout ça, c'est extrêmement grave comme propos. Et on ne peut pas laisser des partis politiques en toute impunité s'en prendre à notre état de droit, à l'indépendance de la justice. Donc notre mobilisation, elle est ni plus ni moins qu'en défense de l'état de droit. Et quand l'état de droit est attaqué, je pense que c'est notre responsabilité, à gauche, mais pas seulement, de c'est une relative nouveauté à LFI, parce que quand Jean-Luc Mélenchon a eu des ennuis judiciaires... En 2019, il a fait toute une campagne sur le thème c'est un mot anglais, du lawfare, c'est-à-dire qu'il a accusé les juges français d'être manipulés par le gouvernement pour lui nuire, ce qui était une calomnie. Et surtout, ce qui est pire que ce que Marine Le Pen... En l'occurrence, c'était des perquisitions et pas une condamnation. Et là, on voit la citation de Jean-Luc Mélenchon, c'était le 20 septembre 2019. Ce procès est un procès politique parce que les motifs sont politiques, on voulait me nuire et me flétrir. Ça, ce sont les propos de Jean-Luc Mélenchon. Avec une peine avec sursis, une amende. Et il a été condamné pour la manière dont se sont déroulées les perquisitions. Oui, il n'a pas été condamné sur le fond de l'affaire. Mais pour acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire. Il n'a pas été condamné sur le fond de l'affaire pour laquelle il y a eu... Monsieur Geoffrin, ces perquisitions ont eu lieu à la suite des comptes de campagne de la France Insoumise pour lesquels la France Insoumise n'a pas été condamnée. Il est arrivé au tribunal. Peu importe. Non, c'est pas peu importe. Mais si, c'est peu importe. Parce Marine Le Pen a été condamnée par un juge de première instance. Allons-y. Allez-y, Manon Bry vous répondra. Allez-y, rapidement. Il est arrivé au tribunal en disant c'est une opération politique contre nous. Peu importe le résultat. C'était son thème de propagande pendant des semaines. Sur le thème, c'est comme Lula au Brésil, c'est comme je ne sais plus quel chef d'État sud-américain qui avait été mis en cause indûment par la justice, comme si la justice française et la justice sud-américaine c'était les mêmes. Ça peut se discuter. Et c'était une campagne menée contre la justice, exactement de la même nature que celle que mène Marine Le Pen aujourd'hui. C'était le même genre. C'est-à-dire, on a affaire à des juges politisés qui m'en veulent. Non. Je vous laisserai jamais pourquoi vous me dites non, c'est vrai. Laissez-moi vous répondre et vous verrez pourquoi je vous dis non. Je vais vous envoyer les déclarations. Pourquoi je vous dis non? Parce qu'on parle de faits qui n'ont absolument rien à voir. Et la tentative que vous faites de mettre sur le même plan le Rassemblement national et la France Insoumise, je vous le dis,
c'est insupportable pour les militantes et les militants de gauche que nous sommes, parce que je vais arriver sur le fond de l'affaire. Marine Le Pen a été condamnée pour quoi? Pour détournement de fonds publics de 4 millions d'euros. Mais je ne mets pas sur le même plan les deux affaires. Si, vous venez sur de le les même plan comparer. les deux campagnes. Vous venez de les comparer, sur le même plan des comportements et des programmes. Je mets sur le même plan les deux campagnes, je suis désolée, pas les monsieur deux Geoffrin, affaires. à partir Je vois du bien moment... que c'est deux affaires différentes. Et donc, à partir du moment où ce sont deux affaires différentes, vous ne pouvez pas comparer la nature de la mobilisation. On compare les narratifs, en fait, qui sont faits à chaque fois. La même chose. Moi, vous savez, je suis respectueuse de l'état de droit. Et jamais je ne remettrai en question l'indépendance des juges. Nous pouvons mettre en question la proportion des... C'est pas ce que dit Marine Le Pen, pour être précis. Elle ne dit pas que la justice a agi aux ordres du pouvoir politique et que le gouvernement aurait fait pression. Elle a dit que c'était politisé. C'est pas la même chose. Elle a dit qu'à partir du moment où elle juge que la décision prise par les juges est politisée, y compris d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, va même encore plus loin en disant que ce sont des juges rouges. Je veux dire, on a un ministre de l'Intérieur dans notre pays. C'est précisément ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Non, il n'a jamais dit que ce sont des juges rouges. Non, juges bruns ou bruns, ou ce que vous voulez. Évidemment pas. Il n'a pas dit que c'était des juges bruns. Enfin, bruns, mais vous prenez des rouges, bruns, il y a d'autres. Non, mais il n'a pas eu ces qualificatifs. Et vraiment, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur, pardon d'insister là-dessus, cette semaine, qui s'en prenait un syndicat, le syndicat de la magistrature. Je veux dire, le droit de se syndiquer est défendu par la Constitution de notre pays. Et donc, jamais nous non. Il décrit un phénomène qui existe. Pour dépasser la manif, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, communistes et socialistes ne veulent quasiment plus rien faire avec vous? On en a une preuve supplémentaire dans 48 heures. Si le Parti communiste et le Parti socialiste veulent être à la botte de ce gouvernement pour être leur espèce de bouée de sauvetage, c'est leur problème. Mais moi, c'est pas le mandat politique qui est le mien. D'ailleurs, le nouveau Front populaire, l'élan du nouveau Front populaire au mois de juin dernier, ça nous paraît il y a une éternité, ça je veux bien l'admettre, mais c'était il y a pas si longtemps que ça. L'élan qui est né, y compris dans les rues, place de la République, j'y suis allée plein de fois, c'était un élan contre l'extrême droite. C'était un élan mobilisateur en se disant on n'est pas condamné à voir Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui gouvernent notre pays. Et c'est ce même élan qui va nous pousser dans la rue dimanche pour dire en fait ils sont en train de montrer leur vrai visage. Cette Marine Le Pen peur de jouer très gros en termes d'image dimanche, parce que ça va être la guerre des images. Mais non, moi je suis pas dans une guerre. Déjà, la démocratie c'est une bataille d'idées. Ça va être une bataille des images, si vous préférez. La bataille d'idées, c'est aussi pour défendre des principes fondamentaux. Et dans ces principes fondamentaux, il y a l'état de droit et il y a l'indépendance de la justice. Mais on va voir qui rassemble. Moi, j'en peux plus d'entendre Marine Le Pen et le Rassemblement national faire des leçons sur l'état de droit en disant l'état de droit est bafoué à cause de ma décision de justice, alors que c'est eux qui en font des cocottes en papier, que leurs alliés au niveau européen, c'est par exemple Viktor Orban qui a été le premier à courir à défendre Marine Le Pen. Viktor Orban en Hongrie, c'est la remise en question de l'indépendance de la justice. C'est lui-même qui nomme les juges. Elon Musk, Donald Trump qui disent Free Marine. Voilà, dis-moi qui sont tes soutiens, je te dirai qui tu es, et je trouve ça assez symptomatique. Je voudrais ajouter quelque chose, pas pour contredire Manon Aubry, mais je pense que l'opération du Rassemblement national va être contre-productive. Parce que ça consiste à attaquer encore une fois les mêmes juges qui n'ont fait que leur métier, à mon avis. Qui sont menacés. Mais qui en appellent aux juges. Et alors... mais la justice, ils sont en train de chauffer à blanc. Depuis le début de cette affaire, le Rassemblement national va de mensonge en mensonge et de mépris en mépris vis-à- les des juges qui ont eu le toupet de s'intéresser à leurs affaires. Et ça continue. Et donc, il y a un moment où les juges en appel vont dire, écoutez, ils vont être pris dans une contradiction, parce que si ils adoucissent le verdict, enfin le jugement, on va leur dire, alors donc vous cédez à la pression de la rue. Donc il y a de fortes chances pour qu'ils ne le fassent pas et qu'ils soient solidaires de leurs collègues qui ont été injustement attaqués par le RN. Victor Hérault sur Dimanche. Alors, je pense déjà je suis d'accord avec Laurent Geoffrin sur le fait que ce sera, à mon avis, contre-productif. Déjà parce qu'il faudra voir combien il y aura de personnes, mais ensuite surtout parce que, un peu malgré lui, le Rassemblement national a fait ce qu'on appelle un U-turn en anglais, mais enfin un virage à 180. En revenant dans une logique de « nous sommes contre le système », c'était une logique qu'ils avaient abandonnée il y a à peu près 5-10 ans. Ils étaient dans un processus de normalisation, dans un processus de nous apportons une autre offre politique, mais au sein même de ce système-là. Et là, ils reviennent, malgré eux, dans une posture complètement nous renversons la table, nous sommes contre tout le monde, etc. Maintenant, pour être très précis, ils ne critiquent pas...
Pourquoi malgré eux? Parce que je pense que cette décision les a obligés à revenir dans cette position-là, mais que le Rassemblement national n'avait pas vocation à revenir sur cette position-là naturellement. C'est ce que disait précédemment Laurent. Ils ont mal raisonné depuis le début dans cette histoire. Ils se sont trompés systématiquement sur toute la procédure judiciaire jusqu'au procès. Ils n'ont fait que se tromper et ils ont continué le lundi, le mardi, le mercredi jusqu'aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que le narratif anti-système, il l'avait abandonné. Et là, il retombe dedans et je ne sais pas si ça marchera ou pas. Maintenant, pour être très précis, il ne critique pas, parce qu'il faut être très précis dans ce débat-là, parce qu'il est très vif, ils ne critiquent pas l'indépendance des juges, enfin, ils ne remettent pas en cause l'indépendance des juges, ils ne disent pas que les juges sont soumis au pouvoir français, d'une obsession idéologique. Ils disent voilà, qu'il y a des juges, comme le dit Bruno Retailleau, mais qui peut être un constat assez factuel. Le syndicat de la magistrature a un objectif politique assumé. Manon, on n'a plus qu'une minute. Manon, le droit de se syndiquer. C'est ça qui est proposé en conséquence. On ne peut pas d'un côté défendre le droit à syndiquer et de l'autre nier complètement l'objectif de ce syndicat. J'aimerais vous laisser le mot de la fin, un mot très précis et assez court. Renaissance, Gabriel Attal à Saint-Denis. Vous en attendez quelque chose ? Comment vous voyez, dans l'ombre d'Emmanuel Macron, ce parti peut-il exister ? Écoutez, il tente d'exister. Finalement, ils ont eu un peu de chance dans cette équation politique. C'est que leur meeting prévu de longue date tombe en même temps et qu'ils tentent de le présenter maintenant comme une réplique à l'extrême droite. C'est absolument pas crédible quand on voit à quel point ces derniers mois, ces dernières années, ils ont été leur marchepied. Moi, je l'observe aussi au Parlement européen où les macronistes font alliance régulièrement avec la droite et l'extrême droite de plus en plus pour détricoter un certain nombre de régulations européennes. Bon, pour finir, et peut-être parce que c'est le soir et qu'on a tous envie d'aller dormir tranquillement, pour moi, Renaissance appartient déjà au passé. Merci.